Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine culturel de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Un programme conçu et présenté par Serge Vandenbroek. Au début du mois de mai de l'an 1580, dans une taverne bruyante et enfumée de Rouen, un jeune homme d'environ 25 ans était assis à une table un peu en retrait. Mine de rien, il observait avec attention tout ce monde qui venait parfois de pays lointains. Il écoutait attentivement les conversations entre les éclats de voix, les éructations et les débuts de bagarre. Il repérait des visages, mémorisait 1000 détails. Il s'appelait Charles Sledd. Il était anglais, et c'était un espion de la reine Élisabeth Ier. Sledd, qui venait de Paris où il avait rencontré l'ambassadeur Sir Henry Cobham, resta en mission secrète à Rouen jusqu'au mardi 12 mai. Il prit ce matin-là la route pour Dieppe, où il arriva le lendemain, et embarqua aussitôt pour l'Angleterre. Le navire mouilla au port de Rye le 15 mai. Le 17, Charles se présenta à la cour, un peu intimidé, après un entretien préliminaire à peine chuchoté. À la teneur étouffée par d'épaisses tentures, on l'introduisit dans un cabinet bien clos, loin des oreilles indiscrètes. Devant lui se tenait un homme d'allure sévère, le regard froid, la moustache et la barbe bien taillées. C'était le maître des services secrets de Sa Majesté, le puissant et terrible Sir Francis Walsingham. Que cherchait Charles Sledd à Rouen? Des informations concernant les exilés anglais catholiques mêlés de près ou de loin au noir dessein du pape et des exaltés religieux qui entendaient renverser le pouvoir de Londres, envahir le royaume, fomenter des complots, détruire le protestantisme et même assassiner la reine. En effet, en Angleterre comme en France et en Italie, la Renaissance fut certes un véritable âge d'or, une époque bouillonnante de créativité, d'originalité, une époque qui vit naître et s'exprimer les plus grands génies de l'art, de l'architecture et de la littérature, dont les œuvres transformèrent totalement la culture de l'Europe. Mais on oublie trop vite que la Renaissance fut aussi, en même temps, une époque effrayante de violences insensées, de cruautés terribles, d'épidémies ravageuses et de luttes politiques internationales sans merci. Et plus que tout, c'était le temps affreux des guerres de religion. Rouen était alors une cité riche, cosmopolite et splendidement ornée, même si la misère y était toujours endémique pour beaucoup, la propreté bien douteuse et les déplacements à la nuit tombée très risqués. Le commerce avec le monde entier était florissant, soutenu par une industrie drapière extrêmement dynamique, exportant à travers tout le continent, et même jusqu'en Inde. Tout en conservant un important patrimoine médiéval, elle avait petit à petit évolué en développant un nouveau style architectural qui s'ajoutait à l'ancien et le complétait, grâce à l'impulsion et à la détermination des deux cardinaux successifs, Georges Ier puis Georges II d'Amboise, le neveu du précédent, la tour de beurre de la cathédrale, l'hôtel de Bourteroulde, le Parlement de Normandie, devenu aujourd'hui le palais de justice,
La voûte du Gros Horloge, l'église Saint-Maclou sont autant de magnifiques édifices représentatifs de cet élan nouveau. Sans compter le véritable chef-d'œuvre qui est le tombeau des cardinaux d'Amboise eux-mêmes dans la chapelle de la Vierge de la cathédrale. C'était, et c'est toujours, l'un des plus beaux de France. Dans les rues et sur les marchés de Rouen, on croisait toutes sortes de nationalités, des Espagnols, des Italiens, des Hollandais, et bien sûr des Anglais. Le développement rapide et croissant de l'imprimerie facilitait la circulation des idées, et les marchands de la cour des libraires ne chômaient pas. On publiait beaucoup. Un tel foisonnement attirait aussi, forcément, de nombreux individus louches et mal intentionnés, que la justice punissait avec sévérité. Torture et exécutions publiques sur la place du Vieux Marché faisaient partie de la vie quotidienne. Les faux monnayeurs étaient bouillis tout vivants. Les voleurs et les brigands avaient le poing droit coupé. Au début de l'année 1534, on remit même à la mode le supplice médiéval de la roue, et ce fut un certain Pierre Simon qui le subit le premier, n'expirant dans des souffrances atroces que 3 jours après que le bourreau lui eut cassé les bras et les jambes. Mais pendant ce temps-là, en Angleterre, un événement d'une importance capitale avait eu lieu. Le 7 septembre 1533, au palais de Greenwich, était née la fille du roi Henri VIII et d'Anne Boleyn, que l'on prénomma Élisabeth. Personne ne pouvait encore le deviner, mais la naissance de cet enfant allait avoir un impact considérable dans l'histoire de l'Europe entière, et sa destinée glorieuse allait changer la face du monde. Dans un climat délétère d'intrigue et de trahison, Élisabeth accéda au trône à 25 ans, le 15 janvier 1559, succédant ainsi à sa demi-sœur Mary, dite Mary la sanglante, qui avait imposé par la force dans tout le royaume le retour à la foi catholique en massacrant des centaines de protestants. Mais Élisabeth, demeurant fidèle au schisme créé par son père, quand il s'était spectaculairement coupé de la puissance du pape et s'était affirmé chef de la nouvelle Église d'Angleterre, retourna publiquement à la religion anglicane lors de sa première session au Parlement. La reine avait près de 47 ans quand Charles Slade se trouvait à Rouen. La puissance et le rayonnement de la souveraine étaient considérables, mais elle était entourée d'ennemis féroces. Considérée comme une dangereuse hérétique par le pape et tous les catholiques d'Europe, menacée par les partisans de Mary Stuart, elle redoutait sans cesse une invasion. C'est pour se donner les moyens de s'en protéger qu'elle confia à Walsingham la mise en place d'un réseau d'espionnage de grande envergure, une organisation complexe et tentaculaire, qui se révéla aussi implacable qu'efficace et dans lequel la Normandie joua un rôle important. Ville frontière et plateforme incontournable d'échanges internationaux, seconde ville du royaume de France, Rouen était largement ouverte aux influences extérieures. On connaissait bien les fameuses 95 thèses de Luther d'octobre 1517, stigmatisant les excès de la cour papale et la honteuse vente des indulgences, ainsi que les critiques de Calvin sur les sacrements et les fondements de la foi catholique. Le protestantisme prit rapidement racine dans la cité normande, d'abord secrètement, au cours de réunions nocturnes de propagande, au cours desquelles on diffusait de la littérature interdite, puis plus ouvertement, aux grandes dames de l'Église.
On placarda même dans les rues des tracts contre la messe. En 1560, les conversions concernaient près de 20% des Rouennais. Les autorités ne restèrent pas inactives devant le danger, et les condamnations pleuvaient. Les supplices commençaient à la place de la croix de pierre, où le condamné avait la langue percée d'un fer rougi, ou carrément tranché. Puis on l'emmenait au parvis de la cathédrale, où on lui coupait une main, et enfin on l'attachait au bûcher près du Parlement. Mais dans la nuit du 15 au 16 avril 1562, des bandes de protestants répliquèrent, mirent le bailli en fuite et prirent possession de la ville. Dans les jours qui suivirent, des furieux, incontrôlables, s'en prirent au monument. À coups de marteau, on brisa les belles statues du portail de la cathédrale, on mutila avec rage les colonnes de l'être Saint-Maclou, on s'acharna, en s'esclaffant, sur les images pieuses des églises des environs. Catherine de Médicis et son fils Charles IX, soucieux de la situation et voyant qu'aucun accord n'était possible, envoyèrent la troupe, reprirent Rouen de force et exécutèrent les séditieux. À Paris, le 24 août 1572, jour funeste de la Saint-Barthélemy, des milliers de protestants furent massacrés, et quelques semaines plus tard, en septembre, il en fut de même à Rouen, où les catholiques tuèrent les réformés par centaines. Beaucoup s'enfuirent en Angleterre et en Hollande. Tous les autres restèrent en retournant prudemment au catholicisme, se ralliant bientôt à la ligue du duc de Guise. La plupart des autres villes normandes firent de même. À Londres, à l'annonce de ces événements épouvantables, la reine Élisabeth prit le deuil. L'horreur et la désolation se répandaient comme une traînée de poudre. Ces bouleversements sanglants ne faisaient que renforcer le bien fondé des soupçons de la reine d'Angleterre et justifier ses précautions. Il lui fallait tout savoir des plans et des mouvements des catholiques et de tous ceux qui avaient fait un pacte avec le pape, et notamment ces catholiques anglais, particulièrement acharnés, fanatisés, qui étaient restés fidèles à la foi de la reine Mary. Dès les années 1570, ces exilés ne rêvaient que d'une alliance entre le pape et le roi d'Espagne pour se lancer à l'assaut des côtes britanniques. C'est pourquoi Charles Slade, devenu un espion très habile et téméraire malgré son jeune âge, était l'un des acteurs représentatifs de cette immense tragédie. Il avait effectué un séjour de plusieurs mois à Rome, se faisant embaucher comme serviteur chez un intellectuel catholique diplômé de Cambridge, Nicolas Morton, le jour même où arriva en ville le plus grand guide politique des exilés, William Allen. Slade était au cœur de l'action, jouant la comédie du fervent catholique, profitant de l'hospitalité du collège anglais des pèlerins à Rome, une institution au but peu avouable, très largement financée par le pape Grégoire XIII lui-même. Attentif à tout, jouant avec une naïveté feinte de la confiance qu'on lui témoignait, interceptant et copiant des missives, tissant à tous les niveaux des relations utiles, rassemblant subrepticement une somme considérable d'informations qu'il compléta avec ses observations à Rouen, Slade était le Judas parfait. Le rapport qu'il remit à Francis Walsingham avait une importance considérable. Il confirmait notamment que des prêtres catholiques étaient envoyés discrètement en Angleterre à partir des ports de Rouen, de Dieppe et de Calais, avec la complicité de passeurs peu scrupuleux pour fomenter les pires exactions. On découvrait que des écrits virulents, des livres interdits dont le but était de jeter l'opprobre sur la reine et enflammer les esprits, faisaient également partie des cargaisons. On possédait les preuves qu'Allen animait le collège pour les prêtres missionnaires implantés à Reims, dont la fonction n'était que trop évidente. Des listes comportant des centaines de noms étaient compilées, avec les montants de l'argent que chacun recevait du pape, les identités des intermédiaires à contacter dans chaque ville, et même des indications sur leur physique, afin qu'on puisse les reconnaître, les surprendre et les punir.
Une fois arrêté, jeté en prison, souvent torturé pour obtenir des aveux plus détaillés et fournir les identités d'éventuels complices, les contrevenants étaient vite exécutés pour haute trahison. Si Charles Slade semble avoir agi surtout par conviction personnelle, beaucoup d'autres espions du réseau de Walsingham étaient plus prosaïquement attirés par l'argent. Ils vendaient des renseignements secrets, comme ils auraient vendu autre chose. L'une des grandes particularités du système était que les agents étaient recrutés parmi les couches les plus variées de la société, depuis le simple voyou des bas-fonds, prêt à couper la gorge de n'importe qui pour quelques sous, jusqu'aux jeunes gens cultivés et élégants de la bonne société, motivés par une sorte de romantisme avant la lettre. On y trouvait des profils extrêmement divers, et parfois fort surprenants. Souvent, ils proposaient eux-mêmes leurs services. Au mois d'avril 1586, une lettre en provenance de Rouen atterrit sur le bureau du chef des services secrets, signée d'un certain Maliverny Catlin, qui souhaitait fournir des renseignements, ajoutant cependant qu'il était privé d'héritage, qu'il était dans le besoin, et réclamait une rétribution. Walsingham lui envoya la maigre somme de 5 livres, lui ordonna en retour de quitter sa maison de Rouen et de devenir l'un de ses informateurs dans la prison de Portsmouth, ce que Catlin accepta. L'une des plus grandes gloires de l'ère élisabéthaine, on le sait, est la force de sa création théâtrale, dont Shakespeare est le génie incontesté, même si son existence demeure sujette à bien des interrogations. Mais parmi tous les jeunes dramaturges talentueux qui faisaient se presser des foules enthousiastes dans les théâtres de la rive sud de la Tamise, plus d'un s'était laissé tenter par les frissons de l'espionnage. Ce fut le cas de Christopher Marlowe, l'auteur à succès du Dr Faust et d'Édouard II, assassiné à 29 ans dans une taverne de Deptford au cours d'une bagarre déclenchée pour des raisons très étranges. Et on sait que ses compagnons de beuverie, Fraser, Skeers et Polly, avec lesquels il se trouvait ce soir-là, avaient été en affaire avec Walsingham. On sait aussi qu'il avait des contacts avec les hommes d'Allen à Reims. On croit même l'avoir aperçu débarquer en Normandie. Il était allé en Hollande. Des écrits hérétiques le mettaient en cause, plus ou moins directement. Pour qui travaillait-il vraiment ? Son athéisme joyeusement affirmé, qui lui avait valu de sérieux déboires, tranchait avec la sévérité et la morgue des dirigeants des services secrets, peu enclins à prendre ces sujets à la légère. Était-il un agent double ? Le mystère demeure entier. Quant à Shakespeare, qui était un ami de Marlowe autant qu'un de ses concurrents, plusieurs chercheurs ont avancé l'hypothèse selon laquelle il aurait lui aussi trempé dans des missions secrètes sur le continent, mais rien ne semble vraiment à ce jour étayer solidement cette proposition. Et puis, il y eut l'affaire Campion. Edmund Campion, dont le pape Paul VI fit un saint en 1970 en tant que martyr de l'Église catholique, était en fait un dangereux fanatique, prêt à tout pour contribuer à l'abolition de la religion d'État en Angleterre. Né à Londres en 1540, diplômé d'Oxford en 1560, il rejeta violemment la doctrine anglicane, passa près de 3 années en Irlande, puis s'enfuit en France, où il fut à nouveau admis dans le sein du catholicisme, à Douai. Rapidement, il rejoignit William Allen et sa clique subversive, avant de se rendre à Rome, caché sous des hardes de pauvres pèlerins, puis de voyager jusqu'à Prague, où il enseigna la rhétorique au collège des Jésuites.
En 1580, accompagné d'un autre jésuite, Robert Persons, Campion fut finalement envoyé en mission à Londres, où il arriva au mois de juin, déguisé cette fois en marchand de bijoux. Il se mit à prêcher secrètement dans la paroisse de Smithfield, avant de rejoindre nuitamment d'autres hommes d'église pour planifier de futures actions. Officiellement, comme il l'a lui-même écrit dans une lettre qui devait être transmise au conseil privé d'Élisabeth au cas où il serait capturé, et dont de nombreuses copies furent mises en circulation dans les cercles catholiques souterrains, cette expédition n'avait en principe rien de politique. Mais en réalité, le simple fait de dire la messe, d'écouter des confessions, et surtout de pousser avec vigueur et insistance les populations à se convertir, participait bel et bien d'une volonté de déstabilisation de la couronne. Parcourant ensuite le pays comme prêcheur itinérant, il fut finalement arrêté grâce aux filatures menées par un certain George Eliot, un espion à la solde du comte de Leicester, Robert Dudley. Emprisonné à la Tour de Londres, puis torturé 3 fois de suite par élongation des membres, Campion passa en jugement. Et la sentence tomba des lèvres sèches du juge Lord Ray. Le condamné sera traîné sur une claie par les rues de la cité, et pendu sans que mort s'en suive. Et il sera émasculé, et ses entrailles seront arrachées et brûlées devant ses yeux, et sa tête sera tranchée et son corps découpé en 4 morceaux dont on disposera selon le bon plaisir de sa majesté. Ainsi fut-il fait, en décembre 1581, à la satisfaction de Walsingham. Quelques mois avant l'exécution, Robert Persons, le compagnon de Campion, organisateur de la mission qui venait d'échouer, avait senti le vent tourner et avait vite sauté dans un navire pour se réfugier à Rouen, qui était plus que jamais la plaque tournante de l'espionnage anglais en Normandie. Il y retrouva William Allen lui-même, qui s'y était installé. La nouvelle des malheurs de Campion s'était répandue, et les 2 hommes décidèrent aussitôt que les actions devaient se poursuivre coûte que coûte, et qu'il fallait réactiver la propagande. Ils s'abouchèrent alors avec des imprimeurs et des libraires, afin de publier au plus vite de nouveaux ouvrages, des pamphlets et des tracts à destination des agitateurs présents en Angleterre. Mais presque aussitôt, de l'autre côté de la Manche, un membre des services secrets royaux, Robert Barnard, avait vraisemblablement été mis au courant par un autre agent rouennais, et il envoya un billet à Walsingham dans lequel il précisait « Personne est en ce moment à Rouen pour écrire un livre à propos de Campion. » Tout se savait. Bien entendu, une chasse permanente était faite à ce genre de publications, et leur détention était punie avec la plus grande sévérité. La machine ne s'arrêtait jamais. Ainsi, pendant plusieurs décennies, le réseau de Sir Francis Walsingham fut fébrilement actif. Grâce à ses agents, dont beaucoup avaient fait de Rouen leur point de chute, il fut possible de déjouer et de contrecarrer les machinations les plus graves pour la sécurité du royaume, la conspiration de Babington, qui visait à assassiner Élisabeth, le complot de Throgmorton, qui voulait installer sur le trône la catholique Marie Stuart, et jusqu'à l'invincible armada du roi d'Espagne, dont la défaite assura pour des siècles la suprématie de l'Angleterre. Face à la détermination des espions de la reine, et après tant de crimes inutiles perpétrés au nom de la religion, le pape avait perdu la partie.
À bientôt pour de nouvelles aventures dans le podcast Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon.